Parle politique aujourd'hui cette semaine avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André. Bonjour Mario. Les commentaires de Pierre Poilievre qui ont été faits, ça fait déjà une semaine, là, dans un podcast quand même qui lui est assez sympathique, là, très à droite, sur le fait que, bon, il y a des libéraux qui devraient être en prison et sous-jacent à ça que la GRC a fait un cover-up. T'sais, si la GRC avait pas fait un cover-up, il y a des collaborateurs de Trudeau qui seraient en prison. Ça suit M. Poilievre, là. Oui, ça suit M. Poilievre. C'est sûr que ses adversaires hier, Mario, à la paire de questions, lui ont demandé là, de marcher sur la peinture, de s'excuser, chose que M. Poilievre n'a pas fait. Mais également, on sentait une malaise là, dans les députés là, de M. Poilievre qui sont entrés à la Chambre des communes. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun chef, aucun politicien conservateur qui est allé aussi loin là, que M. Poilievre par rapport à quand on revient au voyage sur l'île privée de Lagacan, mais également toute cette histoire-là en 2019 de SNC-Lavalin. Là. Et là, il a accusé vraiment la GRC d'avoir été complice, de savoir fermer les yeux. Puis, ce qui m'a surpris également, c'est que M. Poilievre, après ça, hier, là, son bureau, on dit, ben non, mais c'est pas la GRC, c'est par rapport à l'ancienne commissaire de la GRC, là, Brenda Luckie. On avait demandé à l'époque de démissionner. Moi, Mario, SNC-Lavalin, là, j'étais chef de cabinet d'Andrew Scheer. C'est pas vraiment le dossier en politique que j'ai passé le plus de meetings, de temps, d'écouter des commissions, d'écouter tous les témoignages, de lire tout ce qu'il y avait de preuves publiques ou d'informations publiques sur le dossier. Puis à l'époque, avec M. Scheer, on n'avait jamais demandé sur cet enjeu-là que la commissaire démissionne. Ce qu'on avait demandé, on avait écrit, M. Scheer avait écrit à la commissaire, demandé qu'elle enquête là-dessus. Mais un des grands freins de cette histoire-là, c'est que le secret du cabinet n'a jamais été levé. Le commissaire Mario Dion, qui avait dans son rapport dans Trudeau 2, avait dit que M. Trudeau avait enfreint la loi sur les conflits d'intérêts. La GRC également avait reconnu qu'elle n'avait pas accès à l'ensemble de l'information pour aller au bout des choses. Ça avait même été dit devant un comité parlementaire en 2023 par la GRC. Et quand tu ne lèves pas le secret, ben, tu fais en sorte que autant le commissaire que la GRC n'avaient pas réussi à avoir l'ensemble de l'information. Moi, je pense que si on peut lever un drapeau, si on peut avoir une critique qui est louable, c'est par rapport à l'information que le gouvernement Trudeau avait donnée à cette information-là, comme le secret n'avait pas été levé lors de la commission Gomery, par exemple. Je comprends. Sauf que là, toi, tu nous donnes, ayant suivi ça de près, un point très précis pour le grand public. Mon humble opinion, pour le grand public, quand M. Poilievre parle comme ça, il aurait dû avoir du monde en prison si la GRC n'a pas fait un cover-up. Ça sonne comme du Trump, là. Pur Trump. T'sais, Pierre Poilievre, et à mon avis, s'il y a une chose que Pierre Poilievre doit éviter au-dessus de tout, c'est de sonner comme Trump, là. Donc, il s'est... Puis depuis l'élection, on avait l'impression que son ton avait changé, qu'il avait appris des leçons. Et que là, est-ce qu'il est retombé dans ses vieilles ornières? Est-ce que ça pourrait lui coûter cher en termes de points politiques? Ben, surtout, les points politiques, c'est une chose, mais c'est un chef, Mario, qui est un peu, tu sais, sous... je veux pas dire sous tutelle, mais tu sais, que aussi longtemps qu'il n'y aura pas son vote de confiance à la fin janvier à Calgary, ben, tu marches sur des œufs, là. Et M. Poilievre, dans le caucus, puis moi je l'entends, c'est sûr les gens sont prêts dans le caucus à lui donner une deuxième chance, dire bon, mais le contexte avait changé, M. Trudeau est parti, M. Carney, Trump qui impose des tarifs le 1er février, sont prêts à lui donner une deuxième chance. Mais c'est plus le même chef qu'il y a un an, qui menait par 25 points dans les sondages, que quand tu fais que si tu fais une gaffe ou si tu dis quelque chose de trop, si tu vas trop loin, tout le monde va le pardonner parce que tout le monde rêve à sa fameuse limousine dans 6 mois. Là, il n'est plus dans cette position-là. Il est dans une position où il doit vraiment faire attention à ce genre. Est-ce que c'est le fait que... Est-ce qu'il croit vraiment? Probablement. Parce que M. Poilievre, pour bien le connaître, c'est pas une personne qui dit des choses qu'il ne pense pas. Mais il doit faire attention à ce genre de déclaration-là. On n'a pas vu personne hier dans son caucus qui était vraiment les deux bras en l'air pour aller le défendre, là. Qui était vraiment, là, se portait garant, des députés qui passent devant les médias, je m'abstiens.
C'est sûr, c'est pas le genre de situation que tu veux vivre à plusieurs occasions entre aujourd'hui et un vote de confiance. Ouais, donc malaise dans le caucus. Un départ de Manon Massé de la politique à la fin du présent mandat. C'est tout un changement de visage là, pour Québec solidaire, parce que on pourrait appeler ça la grande époque où Québec solidaire était venu jusqu'à la frange là, des 20% d'appui. Mais c'était le duo Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois. Les deux seront plus là. Non, effectivement, les deux sont plus là. Et qui va pouvoir prendre cette place-là? Ben là, Mme Gazal est là. Après, il va y avoir un vote dans les prochaines semaines avec 3 candidats que les gens connaissent. C'est M. Zanetti ou M. Grandmont ou M. Bonnier. Puis ces gens-là, nous, Marion, on les connaît parce qu'on suit ça à la minute près. Mais sinon, pour le grand public, il n'y a pas ce personnage, il n'y a pas ce politicien-là ou politicienne-là qui peut faire ce que Mme Massé a fait, ce qui a permis de faire les gains dans les dernières années. Fait que je trouve que c'est des moments qui sont extrêmement difficiles, de Québec solidaire qui ont de la misère au niveau des idées, des politiques, de se frayer un chemin dans tout ce qui se passe actuellement, mais également en termes d'individus, en termes de personnages, en termes de personnalités qui vont briller. Les suffrages en 2026, ils ont une grosse, en bon québécois, il y a une grosse job de recrutement à faire, là. Au niveau des candidatures, avec des sondages qui sont pas évidents. On parle beaucoup des malheurs de la CAQ, mais les malheurs solidaires, également, sont extrêmement présents et vont amener là, Mme Gazal et le futur porte-parole là, à devoir travailler d'arrache-pied pour recruter des gens dans un contexte qui est vraiment pas évident. Donc, peut-être qu'on... à partir de... Si on avait un vieux 2 à miser, Mario, là, je suis pas sûr qu'on peut dire que Québec solidaire s'en va sur des gains incroyables en 2026. Là. Non, à mon avis, dans l'état actuel des choses, ils vont être à l'étape de sauver les meubles, essayer de garder quelques comtés. Puis est-ce qu'ils pourront garder du hors Montréal? Je veux dire, à 6% d'un sondage, est-ce que tu peux... Peut-être la fameuse zone le long de la ligne orange, là, tu sais, Plateau, Mont-Royal, Villeray, coupe de quartier de Montréal. Mais est-ce qu'ils pourront garder tout ce qui est hors Montréal? Là, ça me paraît pas mal plus à risque. Mais ce sera à suivre. On a déjà dit la même chose, puis ils ont remonté. À la dernière élection, ils avaient quand même réussi à sauver les meubles. Donc on va attendre, mais il y a toujours un risque là, quand tu changes. Tu as des duos, là, ils fonctionnent par duos. Tu as des duos vraiment très connus. Tu avais eu Amir Kadir, Françoise David. Tu as eu Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé. Le prochain duo de la pareille puissance, mettons, dans l'opinion publique, on le voit pas encore poindre à l'heure actuelle. Hey, merci Marc-André. À demain.